Bonjour. Jour, Macaron. Petit gâteau, croissant, toilette, écharpe, rouge, maillot, Buffet. bonnet, soutien, Lingerie. maquillage, abatture, bâton, casserole. Pão Francês Podcast. Décolonisons nos regards. Salut tout le monde, comment allez-vous? Soyez les bienvenus et je suis très content de pouvoir avoir l'invité d'aujourd'hui. En fait, je l'ai connu sur Instagram et ça, pour moi, c'est un peu la continuation de notre épisode qu'on a enregistré avec Naomi Quirino, une Brésilienne qui est allée en Guyane et elle nous a parlé un petit peu de son point de vue, de son regard en tant qu'étrangère brésilienne en arrivant en Guyane. Euh, mais j'aimerais beaucoup discuter avec quelqu'un de la Guyane parce que je pense que parler en tant qu'étranger et tout, ce n'est pas la même chose, hein. C'est un regard intéressant, mais il faut, ici, on veut écouter plusieurs regards, plusieurs points de vue et tout. Euh, voilà, donc, soyez la bienvenue. Moira, comment ça va? Merci, ça va. Merci pour l'invitation. Ah oui, sinon, en fait, c'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. Oui, déjà, je suis très, très curieux, très motivé à parler avec toi. Moi Euh, aussi. bon, je t'ai connu sur Instagram à travers le travail que tu fais là-bas, hein, de ta page. Mm. Mais avant d'y passer, normalement, on commence ici avec une toute première question, que c'est, Moira, qui es-tu à la queue de la boulangerie? Je suis celle qui choisit quelque chose et qui après change d'avis. Et puis je prends 10 ans et puis ça agace les autres qui sont derrière. Parce que je suis un petit peu indécise, voilà. Des fois, je suis venue acheter une chose et je repars avec 10 choses. Parce que ça me représente un petit peu, voilà. J'aime bien vivre au gré de mes envies. Mais bon, sinon, je suppose que c'est une question pour savoir un petit peu qui je suis de façon plus générale. Oui, 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 aussi, hein, mais il y a ces côtés Oui. importants qu'on valorise les boulangeries ici. Du coup, bon, moi, je suis née à Rennes, voilà, je suis pas née en Guyane. Je suis née à Rennes, en Bretagne. Et mes parents, ils sont guyanais. Et j'ai toujours habité un peu entre la Guyane et l'Hexagone. La Guyane et l'Hexagone, j'ai beaucoup fait l'aller-retour. J'ai été scolarisée dans l'Hexagone pendant une bonne partie, après en Guyane, et puis encore dans l'Hexagone, tout le temps comme ça. Et du coup, ben, ça m'a apporté une certaine richesse parce que, en fait, j'ai connu à la fois la vie on va dire, de Guyanais quand ben, on n'est pas sur le territoire, mais aussi la vie, voilà. Et ça a joué aussi dans les raisons pour lesquelles j'ai créé la page Yécric et tout ça, parce que quand on n'est pas né sur le territoire, et des fois, et surtout qu'on a vécu longtemps dans l'Hexagone, des fois les gens nous taquinent un peu, ils nous disent que voilà, qu'on n'est pas vraiment guyanais, etc. Ça, ce sont des choses qu'on m'a beaucoup dit. Mais ma famille, on habitait dans l'Hexagone, mais ils étaient vraiment à fond dans la culture guyanaise et tout. Mes parents m'ont transmis beaucoup de choses, de l'histoire, de la culture. Du coup, moi, je me suis toujours sentie guyanaise malgré tout, en fait. Mais bon, maintenant, je dépasse un petit peu ces réflexions. C'est-à-dire que quand on me les fait, ça m'atteint plus. Mais c'est vrai que c'est aussi une réalité. C'est pas pareil quand on a toujours grandi ici et quand on est né ailleurs, parce que peut-être pour certains Guyanais dans l'Hexagone, ben, ils se sentent tout à fait bien et tout ça. Mais quand même, moi, là-bas, on m'a toujours renvoyé au fait que j'étais quand même d'ailleurs. Et quand j'étais en Guyane, on me renvoyait aussi que j'étais d'ailleurs. Oui. Voilà. Et sinon, ici, je suis revenue il y a 3 ans et je prépare un master justement qui parle du plateau des Guyanes. C'est un master pluridisciplinaire, donc avec de l'anthropologie, de la littérature, de la sociolinguistique. Du coup, voilà, pas mal de choses en fait pour aider à bien comprendre les dynamiques dans lesquelles on vit et tout, et le territoire.
Ah, c'est super. Et c'est dans quel domaine là que tu prépares ce master en fait? C'est un master en sciences humaines, Mhm. mais il y a plusieurs disciplines. Il y a de l'anthropologie, comme je disais, de la littérature, de la sociolinguistique, de l'histoire. C'est vraiment un mélange, en fait, pour avoir un regard qui est pluriel. Ah, c'est super. Donc, Oui. t'as toujours, oui, ça c'est une chose qui m'interpelle beaucoup quand on parle un peu de la culture francophone et quand on pense aux Outre-mer. En fait, c'est justement ces côtés-là. On ne dit pas juste je suis français, dans ton cas, je suis française, point barre, mais je suis française d'origine et dans ton cas, je suis Bah, française je suis d'origine d'origine guyanaise, guyanaise, mais oui. c'est cette classification Ça impossible. dépend. Ouais. Ça dépend d'où je suis, en fait. Et puis avec qui je suis. Mais des fois, si je suis à l'étranger, je peux dire plutôt je suis française. Mais je vais dire j'habite en Guyane française et après souvent j'explique où c'est parce que Oui. souvent les gens ne savent pas où c'est. Je dis que c'est pas loin du Brésil ou si je suis encore en Amérique du Sud, je peux donner d'autres pays. Après, si je suis dans l'Hexagone, je dirais que je suis guyanaise. Si Ouais, je suis dans l'Hexagone, je dirais que je suis guyanaise. Si je suis ici, je dirais aussi que je suis guyanaise. bon, puisqu'on a déjà touché à ces points-là, justement, ça c'est une question intéressante à parler parce que en fait, en tant que prof de français depuis des années, brésilien, j'ai déjà pas mal discuté de ça et appris ça à des élèves, comme tu fais un petit peu pour montrer où c'est la Guyane, parler un peu des Outre-mer, montrer que le français, il a toute une culture francophone, c'est pas limité à la France hexagonale. Et la France, ce n'est pas le cliché des blancs, baguettes, bérets, moustaches, tour Eiffel. Il y a des carnavals, il y a des noirs, il y a, oui, plusieurs cultures quand on parle de la France. Euh, et toujours, il y a cet étonnement de nous, au moins, de mes élèves brésiliens, et moi-même inclus, quand j'étais étudiant au début, hein, quand j'étudiais français et quand j'ai découvert ça, parce que pour nous, c'est un peu bizarre. Je pense que comme on ne vient pas d'un notre pays, ce sont des colonisés, pas des colonisateurs, ces regards un peu colonisateurs de penser, non, nous avons des territoires qui ne font pas partie physiquement, ce n'est pas collé dans notre pays, mais c'est notre pays quand même. Toujours, ça nous interpelle beaucoup quand on découvre ça. Euh, et j'aimerais savoir de toi-même en tant que guyanaise, hein, française d'origine guyanaise, euh, comment c'est cette sensation même, cette sensation d'appartenance, de citoyenneté guyanaise, en sachant que tu es une petite partie d'un pays qui est très loin oui, tu vois, dont la capitale est loin, hein, et Oui, tout. oui, je comprends. Bon, déjà, c'est différent pour chacun, hein. Voilà. Mais pour moi, je dirais que il y a des Guyanais qui disent qu'ils sont pas français, ils considèrent qu'ils sont pas français. Moi, je considère pas que je suis pas française. Quand je vois mon passeport et tout, je sais que, je sais que je suis française, mais c'est vrai que c'est particulier. Bon, il y a aussi le fait que je sois née quand même dans l'Hexagone et que j'ai toujours fait le va-et-vient. Donc, c'est pas comme si pour moi, l'Europe, c'était un monde complètement inconnu, à part, où j'aurais aucun code, etc. C'est quand même un monde connu, mais là-bas, je me sens pas tout à fait chez moi. Je me sens bien, mais jamais vraiment tout à fait chez moi. Et ça, c'est aussi parce que, ben, l'environnement le fait un peu ressentir, je trouve. Et quand on habite dans les Outre-mer, en tout cas en Guyane, on se rend compte, surtout quand on a l'expérience aussi de l'Hexagone, qu'en fait, il manque plein de choses, qu'il y a plein de choses qui sont pas normales, qu'il y a plein d'inégalités et d'injustices en termes au niveau de notre territoire, la façon dont c'est développé. Enfin, hier, je regardais, il y a une personne dont j'apprécie beaucoup le contenu qui a réagi quand j'ai reposté plutôt en story
une image où il montrait toutes, toutes les compagnies aériennes qui sont présentes en Amérique du Sud et disait, ben, comment ça se fait que nous, en Guyane, on n'a quasiment pas de vols internationaux, quoi. C'est-à-dire que on peut aller aux Antilles. D'après ce que j'ai compris, maintenant, on peut aller à New York, au Canada, mais apparemment, c'est récent. Je sais pas si c'est encore en place ou pas. On peut aller à Belém. Belém, Belém. Je sais pas comment on prononce. Et aux dernières nouvelles, on pouvait aller aussi au Suriname. Mais sinon, quasiment tout le reste, il faut faire des escales aux Antilles et tout. Par exemple, on peut pas aller en Colombie de la Guyane, on peut pas aller directement à Rio. Enfin, on peut aller quasiment nulle part en fait. Et ça, ben déjà, c'est pas normal. Après, j'habite dans la ville, la- le chef-lieu en tout cas de la Guyane. Bon, c'est pas un pays, du coup, je pense pas qu'on puisse dire capitale, mais bon, après ça s'appelle aussi ville capitale, voilà. Et il y a plein de trous dans la rue, il y a des trous partout, c'est pas possible. Enfin, il y a plein de choses qui vont pas, qui fonctionnent pas, en fait. Le système de transport, ils essayent de faire des choses, mais c'est pas l'idéal et tout ça. Tout est compliqué si t'as pas de voiture, tu galères, tu peux pas faire grand-chose, surtout quand t'es jeune, en fait. Et c'est cher. C'est super, super, super cher. Du coup, on peut pas se sentir comme des hexagonaux. Pour, déjà dans la vie de tous les jours. Après, bien sûr, il y a l'histoire aussi. Il y a toutes les choses qui ont pu se passer, ben, qui font que, voilà, on sait bien que c'est différent. Et puis les cultures aussi qui sont pas les mêmes. Mais dans les cultures guyanaises, ben, forcément, il y a des éléments de la culture française avec la colonisation et tout ça qu'il y a eu, et ben, même aujourd'hui, le fait qu'on soit toujours français. Mais on a aussi des choses qui sont propres à nous, et ça, c'est important. Donc, je me sens, je sais que je suis française. Est-ce que je ressens un attachement particulier à la France dans la vie de tous les jours? Je le vis pas comme ça, mais je sais que j'ai des avantages, des privilèges qui sont liés au fait d'être née en France, quoi. Je peux voyager facilement avec le passeport français. Pour étudier, c'est quasiment gratuit. Il y a des aides, etc. Il y a quand même des choses, quoi. On peut, moi, en tout cas, je peux pas nier non plus ces choses-là. Oui, et ça, il y a aussi ce fait-là d'être un peu isolé, entre guillemets, ici en Amérique du Sud. Justement, ça, c'est, t'es ici, mais tu peux pas juste venir au Brésil, juste oui, partir Oui, des pays qui sont à côté. Euh, et pour aller dans d'autres régions françaises, il faut prendre un avion toujours et voyager, je ne sais pas combien d'heures. Euh, donc, il y a un peu ce éloignement territoire en termes des voisinages même, hein, parce que ce sont tous des pays étrangers et tout, hein, Euh, oui, et tout est pensé en fait. J'ai l'impression que les choses ne sont pas pensées, même s'il y a des gens qui essaient de développer ça, faut toujours nuancer, mais les choses sont pas pensées pour qu'on aille vers nos voisins en fait. C'est-à-dire que si t'as pas fait portugais, tu vas pas vraiment apprendre l'histoire du Brésil. Si t'as pas fait dans certaines villes en Guyane, on peut prendre néerlandais comme deuxième langue parce que c'est tout près du Suriname, qui était avant la Guyane hollandaise. Et du coup, là-bas, ils parlent aussi néerlandais. Et du coup, si t'as pas fait peut-être des cours de néerlandais, tu connais pas l'histoire du Suriname, alors que quand même, enfin, le Suriname c'est collé à chez nous. Il y a eu une guerre qui a eu des répercussions sur le territoire guyanais, etc. Une guerre civile assez récente en plus. Et ben, c'est pas fait en fait pour qu'on soit en lien, en connexion avec tout ça. Quand on fait ses études à Cayenne, moi j'ai eu mon bac à Kourou, mais en tout cas quand on fait les études sur les littorales, beaucoup, pour ma génération, ça commence à changer, mais beaucoup, le réflexe logique, c'est, t'as eu ton bac, tu pars. Voilà. Pourtant, maintenant, il y a des formations, il y a une université en Guyane, etc. Il y a des choses qui se développent. Mais c'est pas, tu pars peut-être au Brésil ou tu pars ailleurs, etc. C'est, tu pars dans l'Hexagone. Et en fait, tout est fait et facilité pour ça. Je pense qu'à un moment donné, ça a été des volontés réelles de la population de faciliter l'accès aux études là-bas, etc. Par exemple, si tu, admettons, ben, j'ai fait une licence de sociologie et en Guyane, la licence de sociologie, ça n'existe pas.
Du coup, vu que à l'époque j'avais encore la bourse, ben l'État a payé mon billet pour que je puisse y aller. Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui sont mises en place quand même, surtout si tu suis le parcours académique classique, pour faciliter ton départ, si tu veux faire quelque chose qu'il n'y a pas ici et tout. Mais bon, c'est quand même vrai qu'il y a beaucoup de formations qu'il n'y a pas ici, surtout au niveau universitaire. Et du coup, ben, des trucs sont mis en place quand même pour aller vers l'Hexagone. Mais c'est beaucoup dans un sens, en fait. C'est toujours le même endroit, alors qu'on pourrait faire des échanges avec d'autres pays d'Amérique du Sud. Après, dans ce que je fais, on fait des échanges avec les autres pays voisins. Mais c'est parce que c'est un diplôme sur le plateau des Guyanes et qu'on en est déjà au niveau du master. C'est pas, ça se fait pas forcément, c'est pas généralisé, quoi. J'ai pas l'impression que ce soit une volonté politique vraiment bien soutenue de faciliter les échanges avec les autres pays voisins. Oui, peut-être que c'est même, bon, je sais pas, hein, j'imagine ici, mais peut-être que c'est même une manière de garder ses liens avec l'Hexagone, non? Une manière que l'Hexagone a de garder ses liens, de bien protéger les frontières, et faciliter l'accès à la France hexagonale, et difficulter cet accès au Brésil et Suriname, etc. Mm. Oui, moi Euh, je pense que c'est une volonté clairement de voilà hein, de nous maintenir dans un lien de dépendance avec la France hexagonale et qu'on soit toujours obligé d'aller vers là quoi. Par exemple, au Suriname, on produit de l'essence et dans d'autres pays bah, qui sont plus proches de nous, mais notre essence en fait vient pas de là quoi. On peut pas l'importer de là-bas alors que en moins de 10 minutes de pirogue, je pense, on est au Suriname, de Saint-Laurent du Maroni, qui est la ville frontière. Et voilà, apparemment, c'est pas aux normes ou quelque chose comme ça. Bon, j'ai pas très bien suivi cette affaire d'essence. Mais enfin, voilà, quoi. Tout ça, ce sont des choses qui sont aberrantes. On ressent, en fait, qu'il n'y a pas de réelle volonté. Et en fait, bah, moi, j'ai l'impression de participer un peu à un jeu politique, en fait. Chaque année, il faut aller voter. Et d'ailleurs, les taux d'abstention sont super élevés en Guyane. Mais chaque année, voilà, donc faut aller voter et tout. Et pour des dirigeants, machin, soi-disant. Et au final, les choses changent pas. Voilà, les choses en vérité, en tout cas, changent peu, changent lentement. On a toujours l'impression que les choses changent pas. Moi, j'aime bien nuancer. Je pense que les choses évoluent quand même, mais c'est lent et c'est complexe. oui. Euh, et cette question des élections, comment ça marche au niveau des représentations de la Guyane? Il y a des candidats guyanais qui réussissent à entrer dans les instances là, législatives du pays et tout. Dans les instances législatives, oui. Alors, en fait, ben d'ailleurs, l'année dernière, enfin, aux dernières élections, c'était pas l'année dernière, c'était cette année, il y a une candidate guyanaise qui s'est présentée, c'était Madame Christiane Taubira, qui a été garde des Sceaux, ministre de la Justice notamment, entre autres. Hein. Et bon, sinon, aux instances législatives, la Guyane a des députés, en fait. C'est-à-dire que en France, bon, je vais pas dire de bêtises, mais en gros, les territoires sont découpés en circonscriptions et ils ont des députés. Donc, en ce moment, en Guyane, nous avons deux députés. Et en fait, ben, ils représentent à l'Assemblée nationale les différentes régions et départements et territoires, quoi. Et en fait, ben forcément, enfin pas forcément, hein, ça aurait pu être des gens de l'extérieur, peut-être qui auraient été députés, les députés guyanais, mais donc on a deux députés guyanais. C'est faible en fait, parce que je crois que le nombre de députés, c'est aussi en lien avec la façon dont est découpé le territoire et la quantité de population et toutes ces choses-là peut-être. Mais du coup, on a deux députés. Après, ben, les autres territoires d'outre-mer ont aussi leurs députés. Mais par rapport au nombre de députés hexagonaux, ceux des territoires d'outre-mer, ben, il est minime. Il est minime. Et en fait, mais au-delà
au-delà de ça, du fait d'être ultramarin, ben, il y a les appétences politiques. Et si les députés ultramarins sont pas forcément tous du même bord politique, etc., ils seront pas forcément en faveur des mêmes choses. Bon, heureusement, la Guyane a des soutiens aussi auprès de députés hexagonaux, comme j'ai dit, par rapport au courant politique, voilà, qui peuvent être les mêmes et qui peuvent permettre d'être soutenus. Mais ouais, je pense que c'est compliqué. Ah oui, moi, surtout quand on parle de politique, c'est toujours compliqué quand même, politique. Ah oui. Ouais. Euh, oui, mais je ne savais pas cette division hein, qu'il y a deux députés par région et tout. Quand même, c'est Je peu. pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait deux députés par région forcément, mais je sais qu'en Guyane, c'est découpé en deux circonscriptions, que du coup, on a deux députés. Peut-être Ah que oui, dans d'autres territoires d'outre-mer, il y a plus de députés. Voilà. ouais. Ah, Je pense super. que aussi, désolé, Non, 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 allez. non, j'ai Allez. dit que je pense que le découpage des circonscriptions et tout, et le nombre de députés que va avoir une région et tout, c'est peut-être lié aussi à la taille et au nombre, et ça. On vérifiera après, je vérifierai. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Euh, bon, et je connais très peu de l'histoire de la Guyane, mais et bon, tu n'es pas obligé de savoir non plus, mais si tu le sais, j'aimerais bien savoir comment s'est passé un peu ces processus-là de colonisation de la Guyane. Il y a eu de la diaspora africaine, des massacres des pauvres. Bon, le PEC, euh, le kit colonisateur, hein, assassiné des peuples autochtones, apporté Mais bien des sûr, Africains et tout. bien sûr, il y a tout ça, le package colonisation, bien sûr, bien sûr. Non, en fait, en, en Guyane, bon, c'était habité hein, par pas mal de populations autochtones qui étaient présentes vraiment sur le territoire qui actuellement est la Guyane. Il y avait les Kali'na, qui sont encore là aujourd'hui. Et il y avait aussi pas mal d'autres groupes qui ont été décimés, donc qui ont, entre guillemets, disparu, même si j'aime pas ce mot, parce que disparu, c'est un petit peu comme si, bon, c'est pas trop, ils étaient là, machin. En fait, on efface le processus qui est derrière, quoi. Oui, Donc, oui, il y a bon, principalement, hein, ce qui a détruit les populations autochtones du territoire, c'est le choc microbien et aussi les guerres. Apparemment, ce serait en termes de statistiques plus le choc microbien que les guerres. Euh, voilà. Après, ça reste à creuser, hein. La recherche historique, ça évolue tout le temps, mais voilà. oui, Et du coup, bon, ben, il y a aussi de l'esclavage des peuples autochtones, hein, notamment au début. Après, en fait, donc par rapport aux populations autochtones qui étaient présentes sur le territoire, il y avait de nombreux groupes différents, en fait. Et ces groupes-là, il y a des groupes qui ont disparu. Et parmi les groupes qui sont présents aujourd'hui, parce que en ce moment en Guyane, il y a 6 peuples autochtones, euh, il y en a qui sont arrivés, qui ont migré d'autres régions, en fait, de l'Amérique du Sud et qui sont arrivés en Guyane. Parce que chez nous, l'esclavage et la colonisation, c'est vraiment mis en place un peu plus tard qu'ailleurs. On va dire que ça s'est vraiment développé au 17e et pas au début, plutôt vers le milieu, ils ont commencé à bien s'ancrer et tout ça. Et du coup, ça fait qu'il y a des populations certainement qui sont redescendues en fait et qui ont cherché à échapper aux colonisateurs et peut-être qu'ils sont arrivés ben, plus tardivement un peu là. Après, il y a aussi ben, les groupes qui bougeaient parce que les personnes n'étaient pas statiques. Hein, voilà, il y avait des groupes nomades et tout. Et du coup, certains des groupes qui sont présents actuellement, ben, il semble que ce seraient des recompositions de de gens d'anciens peuples en fait. C'est-à-dire que le peuple n'existe plus, mais des survivants en fait se sont rassemblés et ont formé aussi des nouveaux groupes et tout et des migrations voilà. Donc plein de choses, plein de choses. Mais il y a eu des peuples autochtones, des peuples premiers. Il y a eu beaucoup de monde. Ben, la population a été décimée et aujourd'hui la population autochtone elle est sur une courbe démographique montante.
Donc, c'est une minorité à l'échelle de la Guyane en termes de population. Après, au niveau significatif, c'est quand même une population qui a un lourd poids, quoi, en fait, puisque ben, c'était quand même les premiers, même si on leur a quasiment tout volé. Et voilà, et aujourd'hui, ils sont encore présents et c'est super. Il y a des mouvements politiques, etc. Il y a plein de belles choses. Des gens essayent de faire des choses pour que les cultures puissent, les savoir-faire puissent aussi, ben, pour certains survivre et tout. Et tant mieux, quoi. En fait. Bref, la vie continue, hein. Il y a eu la colonisation. Apparemment, actuellement, c'est l'ère du néocolonialisme. Donc, bon, voilà, on peut considérer qu'on est encore dans quelque chose de... Ça ressemble pas mal à la colonisation, hein, en tout cas à une forme de, de colonisation nouvelle, mais bah, on essaye d'avancer, en fait. C'est ce qui se passe en vérité en Guyane, hein. Les gens, malgré tout ce qui se passe, essayent d'avancer, de faire des choses. Et je pense que ce processus est un peu, il a été un peu répandu partout en Amérique latine, en fait, hein. Ça change un peu des pays. Une petite dispute pour voir serait le plus cruel, peut-être, mais, mais voilà. Et la Guyane, en termes de production, des... quel est le type de richesse qu'ils cherchaient en Guyane? C'était la production des cannes, des miniers, quoi exactement? Oui, il y a eu le sucre. Après, sauf erreur de ma part, parce que je sais que au Brésil, les, il y a eu des esclaves qui ont travaillé dans l'or, n'est-ce pas? Oui, oui, en fait, Mais, dans la région où j'habite, c'est la région de l'or, en fait, du Brésil. d'accord. Et au nord aussi, il y a pas mal. Mais de ce que j'ai compris, parce que l'esclavage en Guyane s'est terminé en 1848. Et donc, en fait, au moment de la ruée vers l'or, je pense qu'il y avait plus d'esclaves, je pense. Oui, Donc, en fait, c'était ben, l'agriculture, hein. Il y avait beaucoup de petites habitations en Guyane parce que l'esclavage, ben, ça fonctionnait pas. C'était pas très prospère, on va dire, la colonie. Donc, je rigole parce que jusqu'à aujourd'hui, ben, l'industrie, etc., c'est pas. Et la Guyane a toujours cette réputation de terre pauvre, où voilà, le développement, machin, mais alors qu'on a plein de richesses, en fait. Que ce soit de la richesse culturelle, à la biodiversité, aux ressources potentiellement qu'on a dans les sols, l'or et tout ça. On a plein de choses, quoi. Et oui, donc la Guyane était une colonie ben, qui n'était pas très prospère, en fait, comparée aux Antilles et tout. Il y a beaucoup moins d'Africains qui ont été déportés chez nous et tout ça. Il y avait beaucoup de petites habitations où il y avait ben, moins de 50, moins de 10 esclaves. Il y avait des gens qui avaient un ou deux esclaves, quoi, et qui louaient les services de leurs esclaves ou qui travaillaient les champs, etc. Enfin, voilà, et du coup, le sucre et également comment ça s'appelle? Le, je sais pas pour les autres productions. C'est vrai que je me suis plus penchée sur le mode de vie sur les plantations que sur les choses qui étaient produites. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a eu le sucre. Voilà. oui. Euh, mais par contre, tu as dit qu'il y a pas beaucoup ce côté industriel en Guyane, mais je lisais à propos des richesses spatiales, hein, je pense que c'est à Cayenne qu'il a Oui. oui, il a le Non, centre c'est à spatial. Kourou. Kourou, voilà. Oui, il y a le spatial, c'est vrai. Ben, par exemple, prenons l'exemple de l'industrie spatiale. C'est cette année qu'a été créé, j'ai vu ça dans le journal passé, un bac pro spatial. Alors que ça fait quand même des années que maintenant l'industrie spatiale est ici, quoi. Et en fait, bon, pareil, je suis pas experte de la question, mais de ce que j'entends revendiquer, etc., au niveau politique, machin, etc., c'est que cette industrie spatiale qui est en place, elle profite trop peu à la Guyane. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes d'origine étrangère
qui viennent sur le territoire pour travailler dans le spatial, mais en fait, les populations locales ne sont pas énormément formées. Enfin, il n'y a pas une grosse filière spatiale machin qui est développée pour qu'en fait les populations locales puissent être formées à ces métiers-là. Et de ce que j'ai compris, ce qu'on en tire au niveau économique, c'est pas grand-chose. En tout cas, c'est pas énorme, c'est pas à la hauteur de, de, voilà, de potentiellement les possibilités qu'on pourrait avoir avec tout cet argent de l'industrie spatiale. Mais c'est comme l'or, en fait, hein. Quand on regarde, je sais pas, on envoie des fusées, on extrait des tonnes d'or. Et comme j'ai dit, euh, on peut crever ses pneus parce qu'il y a des trous partout dans la route, quoi. Voilà. Oui, on peut Mais il y a... chercher de l'or dans l'asphalte même. Oui, Dans ouais, voilà. Peut-être qu'on peut en trouver dans les trous. Non, mais c'est fou. Je crois que c'était les urgences qui dernièrement fermaient, ou je sais plus trop quoi, ou en tout cas un service de l'hôpital à Saint-Laurent-du-Maroni qui fermait sur une plage horaire parce qu'il n'y avait pas assez de personnel et tout. Enfin, il y a des déserts médicaux. C'est un truc pas possible en fait. C'est un truc pas possible. Ah ouais, bizarre, hein. Oui, ça passe un peu l'abandon même, hein, la sensation. Oui, mais clairement en fait, c'est la sensation de beaucoup de Guyanais. Mais venez quand même, on est sympa, on mange bien, Ah oui, bien on sûr. mange bien. La vie est agréable. La vie est agréable. Moi, je trouve que la vie est agréable en Amazonie. En tout cas, ma vie y est agréable. Ah, parfait, oui. Peut-être pas la chance de tout le monde. Et, bon, et parlant déjà de ton travail, donc tu as une page Instagram Oui. nommée, bon, apprends-moi la prononciation, je pense que c'est Yekrik, c'est ça? Yékrik, oui. Yekrik, oui. Donc, tu as une page appelée Yekrik et elle est consacrée à l'histoire de la Guyane et de l'Amérique, hein, dans Oui. laquelle tu fais des vidéos, tu présentes certains espaces historiques de la Guyane, n'est-ce pas? Ce que je me souviens, si je me souviens bien. Oui, je parle aussi des cultures. Voilà. Et quand est-ce que tu as commencé ce travail? Qu'est-ce qui t'a motivé? Quels sont tes objectifs là avec et tout? J'ai commencé en février dernier, en fait. Donc, ça fait pas encore un an. Et qu'est-ce qui m'a motivée? J'ai toujours été passionnée par l'histoire. Euh, Mes parents, ils m'ont un petit peu sensibilisée à l'histoire de l'esclavage. Mais avant qu'ils viennent avec leur truc de me faire regarder, j'ai regardé Racine. C'était une série en plusieurs épisodes et tout sur l'esclavage. Voilà, me faire voir des choses et tout. Ben, moi, j'étais passionnée de Marie-Antoinette, des civilisations grecques et romaines et tout. Mais tout ça pour dire que c'était des choses qui n'avaient rien à voir avec réellement ma culture. Enfin, en tout cas, pas ce qui était le plus en lien avec ma culture et les choses qui me ressemblent et tout ça. Mais j'aimais l'histoire. J'ai toujours aimé l'histoire. Et à un moment donné, mais j'ai eu le déclic d'abord par la littérature, en fait. Je me suis dit, mais j'ai lu tous les ouvrages de Molière. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, j'ai lu énormément de choses, même des trucs qui n'étaient pas publiés, machin, chercher sur Internet, etc. Et parce que j'aimais beaucoup, voilà. Et je suis plongée dans cet univers, etc. Mais je connais pas la littérature, je connais pas la littérature noire, je connais pas la littérature guyanaise, je connais pas la littérature africaine, antillaise. Il y a un problème, quoi. Et du coup, je devais être peut-être au début de mes années universitaires. Je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, en fait. Du coup, je vais arrêter de lire tout ce que je lis là. Pas parce qu'il y a rien à en tirer ou quoi que ce soit, mais parce que je trouve que c'est trop un vide identitaire de pas connaître ce qui est le plus proche de moi, en fait. Et je vais commencer à lire ça. Et j'ai commencé à lire, à m'instruire de plus en plus sur l'histoire du territoire et tout. Et après, ben, j'ai quand même aussi la fibre entrepreneuriale, donc j'avais envie d'en faire quelque chose, en fait. J'avais envie de transmettre tout ça. Et à ce moment-là, je travaillais, je faisais déjà pas mal de choses en même temps, travailler les études. Et d'ailleurs, je m'en sortais pas très bien à tout gérer. Parce que j'ai la sale manie de bien aimer commencer des choses et parfois pas aller jusqu'au bout et tout, et me laisser dépasser par tout ça.
Donc, j'en avais parlé à mon ancienne responsable de l'époque. Elle m'avait recommandé de commencer d'écrire et lorsque j'aurai un certain nombre de contenus, ben, de commencer à balancer, quoi. C'est ce que j'ai fait, j'ai commencé à écrire, sauf que, bon, j'ai pas écrit autant de choses que j'aurais voulu. Mais un jour, je me suis dit, bon, allez, ça y est, je me lance. De toute façon, ce sera jamais totalement le bon moment, j'aurai jamais totalement le temps. Et ben, je vais essayer, en fait. Et ça a bien pris. J'étais choquée parce que, enfin, j'étais choquée. J'étais assez surprise parce que, en fait, bah, la culture et tout ça, on peut se dire que sur Instagram, c'est pas le truc qui a priori fonctionnerait le mieux, quoi. La beauté, la nourriture, peut-être que ça fonctionne mieux. Et il y avait ça, il y avait aussi le fait que bah dans mon entourage, c'est pas tout le monde qui était passionné parce que je racontais, quoi. Enfin, des fois, on est là et tout entre potes, on n'a pas forcément envie d'entendre parler de la colonisation et machin et nanana, etc. Après, bon, tout dépend des cercles qu'on fréquente, mais comme je fréquente des types de personnes assez diversifiées, tout le monde n'est pas forcément passionné tout le temps par ce que je raconte. Et c'est pour ça d'ailleurs que je travaille sur un format court. C'est parce que j'ai eu l'expérience de gens autour de moi qui sont pas forcément intéressés par la question, mais qui suivent l'écrit en fait. Parce que c'est court, parce qu'il y a un effort quand même qui est fait de faire un peu de la vulgarisation et tout. Enfin, pas un peu, c'est un projet de vulgarisation de toute façon. Et du coup, voilà. Et un autre point qui a fait que j'ai démarré cette page aussi, c'est que je voulais créer un espace avec ma vision de l'histoire. Parce qu'il y a ce qui s'est passé et puis il y a ce qu'on en dit. Et moi, je voulais vraiment projeter mon regard, en fait, ben, déjà en tant que femme, je centre, j'aimerais d'ailleurs de plus en plus parler de l'histoire des femmes sur les territoires et tout, enfin, et parler des minorités aussi, que ce soit les minorités en termes d'orientation sexuelle ou je ne sais quoi, les populations immigrées et tout, enfin, en fait, vraiment apporter mon regard sur l'histoire du territoire, sur l'histoire de l'Amérique. J'ai plus de mal à parler de l'histoire de l'Amérique parce qu'en fait, je me sens moins légitime vu que je connais pas, à part au Brésil et aux États-Unis, j'ai pas visité les pays et tout. Donc, je me suis dit, bon, quel format je pourrais trouver pour qu'on connaisse mieux, en fait, ben, nous, francophones, ultramarins, etc., l'Amérique avec, dans le regard de quelqu'un aussi de chez nous mais sans pour autant prétendre être la mieux placée pour en parler et tout. D'autant plus que je suis pas historienne en fait. C'est-à-dire que j'ai un bagage en sciences humaines et tout, et j'ai l'expérience du territoire. Mais enfin, à chaque fois avant de faire une vidéo, parce que des fois je parle plus de sociolinguistique, plus d'anthropologie et tout machin, et ben je dois faire des recherches en amont. Voilà, je fais des recherches, etc. Et après je sors quelque chose. Et donc voilà, j'ai pas encore bien trouvé le format pour parler des autres territoires d'Amérique, mais ça viendra, j'ai bon espoir. Ouais. Et bon, deux choses en fait que j'aimerais te demander, mais la première, c'est parce que tu as parlé de ces côtés de l'Amérique. Euh, Oui. comment tu te sens en fait, parce que puisque tu as dit que tu te sens pas très légitimé à en parler, mais parce qu'en tant que, même avant étudier français, quand on va étudier ici au Brésil, la géographie, l'Amérique latine, on considère très bien les pays Argentine, Uruguay, Pérou, Brésil, tout. On se considère Amérique latine, mais on ne pense pas trop au Suriname Mm. et les Guyanes françaises et tout. Euh, bon, à mon avis, des Brésiliens, je pense qu'on écarte un peu ces pays-là quand parfois on découvre comme, ah, tiens, il y a un pays qui parle anglais ici, il y a un pays qui parle français ici. Et il a... Donc, comment tu te sens à ce niveau-là? Vous ressentez un peu cet écart de l'Amérique latine ou vous vous reconnaissez naturellement comme latin-américain aussi? Ah non, je pense pas qu'il y ait ce sentiment d'appartenir à l'Amérique latine. Déjà, est-ce qu'en Guyane, on a vraiment ce sentiment d'appartenir à l'Amérique? Je Oui. pense que pour beaucoup, on a plus ce sentiment d'appartenir à la Guyane. Il y a un lien quand même si c'est plus éloigné de nous, avec les Antilles et tout, parce qu'on a été colonisé par la France, voilà, le super lien, et que du coup, il y en a quand même des similitudes culturelles. Par exemple, les cultures créoles de Guadeloupe, de Martinique, même de Sainte-Lucie, même si Sainte-Lucie, je connais moins.
il y a pas mal de similarités, même au niveau de la langue. Enfin, ben, je comprends très bien le créole martiniquais, guadeloupéen et saint-lucien, et j'ai jamais appris, quoi. Voilà, il y a des mots où vraiment il faut connaître, mais sinon, en tout cas, moi, je comprends. Et je sais que pas mal d'autres Guyanais comprennent assez bien. Les Créolésiens, j'ai plus de difficultés, mais ça passe aussi. Quand je fréquente un petit peu, enfin, j'ai fréquenté un petit peu des personnes d'origine haïtienne et après, je me suis améliorée, mais au début, j'avais du mal. Et attends, faut que je me rappelle de la question. Oui, du coup, c'était savoir est-ce qu'on a le sentiment d'être latino-américain. Je parle pour moi, mais je ne pense pas que les gens ici aient particulièrement le sentiment d'être latino-américain. Après, il y a beaucoup de Guyanais aussi. Moi, je suis créole. Et il y a beaucoup de Guyanais qui sont d'origine brésilienne. Du coup, peut-être qu'ils ont plus un sentiment de lien avec le Brésil, forcément. De la même façon, les gens qui habitent dans l'Ouest ou qui sont vers le Suriname, et beaucoup de populations aussi ont des liens directs avec le Suriname, ben, ils auront un sentiment assez proche vis-à-vis du Suriname, etc. Euh, voilà, mais j'entends pas trop les gens dire qu'ils en... Parce que en fait, déjà, je pense, hein, très honnêtement, que beaucoup de Guyanais ne connaissent pas par cœur la carte de l'Amérique latine. En vérité, voilà, la première, je ne sais pas si je saurais situer la totalité des pays, mais non, c'est Bon. mal connu. Mais parce que l'effort n'est pas fait dans ce sens-là au niveau de la scolarité. Et après, bon, on n'est pas à l'ère où les gens vont feuilleter des encyclopédies chez eux le soir. Donc, si si on n'a pas appris ça à l'école et que personne n'a appris à l'extérieur nous apporte ça et qu'on n'a pas cette volonté, nous, parce que s'instruire, se cultiver, c'est aussi, entre guillemets, ben, de la responsabilité de chacun. C'est pas évident pour tout le monde, mais voilà, c'est pas quelque chose de figé en mode je m'y connais pas et je m'y connaîtrai jamais. On peut décider, faire le choix d'apprendre machin et tout, en fonction du chemin que prend notre vie. Donc, honnêtement, je pense pas que les gens aient un sentiment profond de lien, Ouais. mais ça Euh, n'engage que moi. oui, bien sûr. Mais, et autre chose, c'est, tu as dit que quand tu as fait ce retour-là pour étudier tes racines, tes origines et tout, euh, tu t'es lancé dans ces travaux plutôt, bon, c'est que j'ai compris du côté sociologique, anthropologique, hein, Oui, puisque c'est ton domaine, plus effectivement, n'est-ce pas, d'études. oui, bien sûr. Euh, et ça a été facile de trouver des auteurs, des études qui parlaient des Guyanais ou même des auteurs d'origine guyanaise même, qui eux-mêmes ont écrit. Ça a été facile, cet accès à ces œuvres. Ça a été, tu as pas mal bossé pour trouver des écrits. Comment ça se passe au niveau des références bibliographiques même? Au niveau des références bibliographiques scientifiques, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses. Mais comparé à ce qu'il pourrait y avoir, il n'y a pas tant de choses que ça. Je m'explique. Sur une thématique où, allez, je sais pas, on va prendre, par exemple, sur la question des femmes, du genre. Il n'y a pas énormément de choses qui ont été écrites. Et souvent, il va y avoir une personne ou deux qui ont travaillé sur une thématique. Sauf que le problème avec ça, c'est que souvent, on a un regard. Si la personne a travaillé sur ça, elle a fait son terrain il y a 50 ans et elle commence à continuer à écrire dessus, ben, ses connaissances sont pas forcément hyper actualisées, etc. Il y a la question des points de vue et des regards. Et il y a beaucoup d'anthropologues ben, qui viennent de l'extérieur et qui travaillent sur le territoire guyanais. C'est intéressant et c'est bien parce qu'ils ont fait quand même des apports fondamentaux. Mais, comme je dis souvent, pour moi, le problème, c'est pas que des gens de l'extérieur, des Européens ou peu importe, écrivent sur le territoire guyanais, c'est pas ça. C'est qu'ils soient en situation parfois de quasi-monopole sur ces questions-là, en fait. C'est important, la pluralité des regards. C'est fondamental. Et ça, malheureusement, il n'y a pas encore assez. Mais j'étais très contente parce que j'ai la, la tante d'un camarade qui dernièrement a soutenu une thèse sur la perlerie amérindienne et elle est elle-même amérindienne. Et du coup, voilà, elle a obtenu le grade de docteur, etc. Et ben,
c'est bien. Et les populations, notamment amérindiennes et bushinengués, ont de plus en plus accès aux études supérieures, même s'il y a quand même des inégalités à ce niveau-là. Mais du coup, ça fait que pour les générations futures, enfin, il y aura de plus en plus d'intellectuels issus de diverses communautés de Guyane qui pourront écrire sur divers sujets et apporter pas mal de regards, quoi. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, donc oui, donc je me recentre quand même un petit peu sur la question. Donc oui, il y a des sources et il y a pas mal de ressources qui sont accessibles aussi en ligne. Après, j'ai la chance d'être à l'Université de Guyane. On a un fonds amazonien où là encore, il y a pas mal de choses. Maintenant, il y a des thématiques qui sont beaucoup moins explorées que d'autres. Si on veut parler de la question des minorités sexuelles, il y a quasiment rien, quoi. Par exemple, au niveau historique, j'ai pas connaissance d'un article ou d'un ouvrage qui parle de l'histoire des minorités sexuelles en Guyane, même de l'histoire de sexualité. Enfin, il y a des thématiques, c'est un peu zone d'ombre, quoi. Voilà. Mais l'université de Guyane est récente et les personnes de l'extérieur, ben, quand on arrive au début, il y a quand même des bases à faire, en fait. Et aussi, quand on a un regard autre, certains points vont peut-être plus nous intéresser que d'autres. Donc, bon, il y a tout ça. Les gens se sont beaucoup intéressés au groupe amérindien, mais beaucoup moins de pairs parce que, ben, il y a ce côté un peu, peut-être quand on sort de l'extérieur, je veux pas dire exotique parce que je veux pas forcément prêter ces intentions-là aux chercheurs, mais ce regard, voilà, donc là, on a une société assez, je mets des gros guillemets encore, préservée, un mode de vie vraiment différent et tout. Forcément, ça attire, du coup, c'est intéressant, mais peut-être qu'on va moins s'intéresser aux urbains, on va moins s'intéresser aux choses qui, d'apparence, ressemblent plus peut-être à un mode de vie que nous, on a, où on se dirait, c'est pas forcément grand-chose à dire. Mais justement, sur le domaine, c'est quand on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à dire et que c'est entre guillemets la norme, que souvent c'est hyper intéressant et on aborde des sujets vraiment pas mal. Ouais. Euh, et en parlant de... parce qu'ici au Brésil, il y a pas mal de recherches comme ça aussi, aller montrer une population qui vit isolée et tout, ça passe un peu, comme tu as dit, par un petit exotisme quand même. Euh, mais récemment, j'ai flâné sur TikTok et je vois qu'il y a pas mal des peuples autochtones, des jeunes filles, des jeunes garçons de ces populations ici au Brésil qui commencent à poster des vidéos sur TikTok. Et c'est très intéressant parce que là, c'est comme tu parlais tout à l'heure de regard, c'est leur propre regard sur leur propre culture. Ça veut dire, je vais montrer ce qui est important pour moi. Parce que, par exemple, parfois, le chercheur, il va faire des études, mais il va faire des études à travers son regard. Il va penser, montrer des choses qui sont importantes pour lui en tant que chercheur qui vient d'ailleurs. Et que c'est différent quand la personne est là, en caméra, et elle-même va montrer ce qui est important pour elle, pour sa culture, des choses qu'elle pense qu'il faut montrer aux autres et tout, hein. Et même sans cette intention scientifique, hein, c'est déjà... Oui, même sans juste des témoignages, c'est hyper riche. Ça n'a rien à voir quand quelqu'un vient, et ça peut être, je dis que les deux peuvent être intéressants, mais quand quelqu'un vient et te dit, voilà, tel peuple, les Wayampi, c'est un des peuples plutôt présents en Guyane. Oui, donc les Wayampi vivent comme ça, machin. Et un jeune Wayampi dit, ben voilà, nous on vit comme ça. Aujourd'hui, c'est ça nos problématiques, etc. Moi, je ressens ça et tout. Et en fait, tu vois, c'est une richesse et c'est essentiel. Et la vérité, c'est que j'aurais préféré qu'il y ait avant tout des regards des peuples en question, avant qu'il y ait des, euh, des choses, des écrits faits par des personnes qui viennent de l'extérieur. Mais par rapport à la colonisation et la façon dont les choses se sont faites, c'est pas dans ce sens-là que ça se passe, parce que ce sont pas souvent ces groupes-là ben, qui ont eu la possibilité d'accéder en premier aux études supérieures, à toutes ces choses-là. Et voilà. Je pense que ce travail même que tu fais de recherche, des sources, des références et tout, c'est très nécessaire et génial. Et encore, il a le côté de présenter aux autres les choses que tu découvres à travers tes recherches. Et je suis curieux pour savoir le nom, d'où vient le nom de la page écrite. Ça veut dire quelque chose? C'est toi qui as inventé? C'est quoi?
Non, 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 c'est pas moi qui ai inventé du tout. En fait, dans la tradition des contes créoles guyanais, et je crois que ça se fait aussi aux Antilles, au début, le conteur, il dit des choses pour capter l'attention de l'auditoire et pour faire un échange avec lui. Et il écrit que ça fait partie des choses qu'on dit au début. Alors, en fait, le conteur, il va dire il écrit et l'assemblée va répondre il écraque. Et il y a plusieurs choses comme ça qui existent. Donc, je crois que ça s'appelle des massacres. C'est un peu comme des devinettes, du coup. Je sais pas s'il écrit que c'est un massacre, mais je pense que c'est un massacre. Et du coup, voilà, donc on dit écrit qui craque. Par exemple, il y a aussi, on peut dire, les Misty Creek, les Misty Crack. Et puis, il y a d'autres choses un petit peu plus compliquées. Par exemple, on peut dire aussi de l'eau debout, ça veut dire eau debout. Et la réponse, c'est canne. Canne en créole, c'est la canne à sucre. Tu vois? Au debout, la canne à sucre, parce que ben, ça Ah, fait cool. beaucoup de jus et tout ça. Et il y en a plein comme ça. Et voilà, c'est en fait un vocabulaire de la tradition du conte. Et j'ai utilisé ça parce que pour moi, je pensais la page forcément dans l'interaction. Mais actuellement, je me rends compte en la faisant que j'ai du mal à faire des stories comme ça, à parler et tout avec facilité avec les gens tout le temps. C'est pas évident pour moi, mais j'espère que je vais m'améliorer de ce côté-là. Mais je pense que le truc dans l'interaction. Du coup, c'est de là que m'est venue cette idée-là. Et puis, je voulais quelque chose de pas très long, qui reste un petit peu en tête et tout ça, et qui fasse écho aussi à la culture créole, parce que ben, c'est quand même ma culture principale, même si j'ai d'autres origines. Je me considère comme créole, donc c'est pour moi important de faire une allusion à ça, quoi. Ah, c'est cool, hein? J'imaginais pas, mais voilà, donc tu lances l'œil cric et tu attends l'œil crack de nous, C'est les ça. followers. Ouais, c'est un peu ça. Ah, c'est super, très très cool. Ah, et autre chose, je savais pas de cette traduction au créole euh, des compteurs et tout. Est-ce que ça se fait beaucoup, les contes? Oui, avec les En enfants et fait, tout. oui, mais et beaucoup de savoir-faire commence un petit peu à se perdre. Par exemple, j'ai aussi un travail, à part ça, je travaille dans un musée. Et on fait régulièrement appel à des conteurs, à des intervenants, en fait, qui vont pouvoir transmettre des savoir-faire. Et c'est vrai que, ben, des fois, on a des difficultés, les conteurs sont assez âgés, ça c'est mal transmis, en fait, c'est pas beaucoup transmis, l'art du conte. Donc, je pense que des gens vont quand même reprendre le flambeau et tout ça, mais c'est plus aussi aisé, on va dire, qu'avant de trouver un conteur créole, quoi. Ah, c'est dommage, hein. C'est quelque chose qui se perd déjà. Ouais. C'est très dommage. Par contre, la culture créole, c'est une culture, ben, comme beaucoup de sociétés sud-américaines et africaines, c'est une culture de l'oralité avant toute chose. Mais ben, pour conserver et aussi parce que on est dans un monde où voilà, maintenant on a aussi la chance d'avoir le livre, c'est bien quand même, voilà. Et ben les contes sont beaucoup écrits maintenant. Donc c'est-à-dire que des gens ont travaillé sur les contes créoles, on fait des contes voilà qui sont un petit peu un mixte entre ben, ont modernisé certains contes, d'autres ont juste recensé et tout. Et du coup, on peut trouver des livres de contes créoles maintenant. Mais c'est super parce que ça veut dire qu'au final, s'il y a des traditions qui se perdent ou des ruptures, ben dans quelques années, si des gens veulent reprendre ça, ils pourront, sur la base des écrits, donner leur propre interprétation. Peut-être que ce sera pas exactement pareil, que les rythmes auront changé et tout. Il y aura des choses qui se seront perdues, mais enfin, la culture, c'est un processus qui évolue constamment. C'est ça que je veux dire aussi sur l'écrit, c'est que les cultures, c'est pas figé en fait. Ça bouge. Ça, c'est important quand même, hein, ces mouvements. Ah Et oui, ça évolue, ça va se conserver à l'écrit quand même et tout, hein. oui, au Euh, moins. ouais. Et bon, si tu devrais nous présenter là une chose pour, si je visite la Guyane demain, qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Bon, si tu visites la Guyane demain, il faut faire un carbet parce que un carbet avec une crique, ça fait vraiment partie du mode de vie de beaucoup de jeunes. Voilà, on va dans la forêt, donc dans un carbet. Tu vois ce que c'est un carbet? Non, pas vraiment. En fait, je demande est-ce que tu vois ce que c'est? Est-ce que je saurais bien définir ça? En fait, on va dire que c'est pas vraiment fermé. C'est-à-dire que, bon, de base, c'est avec un toit en feuilles de palmier et tout,
Et il y a des poteaux et en général, on dort là-dedans avec un hamac, en fait. Ah, C'est-à-dire que d'accord. c'est une forme d'habitat, en vrai, hein. L'habitat traditionnel des Amérindiens, c'est le carbet, hein. Enfin, il me semble. Je vais Ah, pas dire de d'accord, bêtises, d'accord. mais c'est une forme d'habitat, en fait. Oui, Voilà. je vois ici Et chez moi. en matériaux naturels, de base, machin, etc. Et du coup, on dort en carbet, souvent près d'une crique. Là-bas, bon, il y a des gens, ils peuvent partir chasser, pêcher, et tout quand ils vont en forêt, mais les jeunes, on peut aussi y aller pour faire la fête. Donc, on dort dans un hamac, même en famille, on se baigne dans le fleuve, on rigole et tout, c'est bien. Du coup, il faudrait faire un carbet. Et puis, parce qu'on voit bien, les gens sont détendus et tout, on voit bien un peu le mode de vie, tout le monde peut se mélanger et tout ça. Et sinon, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre? Il y a il y a toutes les choses touristiques à faire. Du coup, je sais pas, peut-être que on irait où? On va manger? On va manger. On irait manger, voilà. Et comme j'habite à Cayenne, euh, je te dirais qu'on ira manger d'abord des pâtisseries au centre-ville, des pâtisseries créoles, et qu'après on ira manger la soupe. Et pourquoi je viens sur ce point? Il y a beaucoup de plats qui sont bien plus typiques de la Guyane que la soupe en question que je veux te proposer. Mais c'est parce que il y a une forte immigration, enfin, il y a une forte immigration asiatique en Guyane. Et du coup, il y a pas mal de Chinois, mais aussi de Hmong qui viennent du Vietnam, Laos et tout ça. Et du coup, c'est vraiment entré dans la culture guyanaise au jour d'aujourd'hui, en tout cas dans la culture. Ouais, ça se fait aussi à Saint-Laurent et ça se fait sur Cayenne. Donc, je pense qu'on peut dire que c'est dans la culture guyanaise. Pas forcément peut-être dans certaines petites communes, mais c'est assez répandu. On va manger la soupe. Donc, c'est une soupe, on dit la soupe faux, avec des nouilles de riz et tout, machin, etc., des viandes. Et c'est un plat issu de l'immigration, mais c'est aussi ça, la Guyane, actuellement. C'est l'immigration. Il y a des gens du Brésil, il y a des personnes du Suriname, enfin, il y a des personnes qui sont originaires d'Asie, des métropolitains, des Antillais et tout. C'est super mélangé. Et puis si on doit manger un plat, ah, t'as dit une chose, je te dis mille choses. Si on doit manger un plat traditionnel créole, on mangera de la pimentade de bœuf. Ah, Voilà. C'est, tu veux savoir ce que c'est? bon, j'imagine, hein, On n'a plus le temps. pimenta en portugais, le piment et bœuf. Mais je sais pas, c'est un plat à base de viande de bœuf très piquant, c'est ça? Non, même pas. C'est plus le plat qu'on appelle pimentade. Je sais peut-être qu'avant c'est fait avec beaucoup de piment, ou peut-être que des gens le font encore avec beaucoup de piment, mais c'est un plat à base de sauce tomate. Et on peut aussi utiliser du roucou. Tu vois, le roucou tu vois ce que c'est? Je pense pas. Le roucou, c'est un arbre et ça fait un fruit en fait qui est rouge et un peu velu. À l'intérieur, il y a des graines. Et les graines, ça peut servir pour faire les peintures corporelles, etc. Ah, non, je savais. Notamment Ah, avant. c'est en portugais, Voilà. on Et dit, en cuisine. oui, on dit urucum, ça se ressemble. Voilà. Et on peut cuisiner uruku, c'est ça? Oui, oui. On peut cuisiner avec ça. Et donc, la pimentade de bœuf, c'est un plat avec du bœuf, je crois, qui est fumé d'abord ou boucané, quelque chose comme ça, il me semble. Et après, c'est préparé avec de la tomate, du beaucoup et tout. C'est un plat de commune. Je crois que c'est du cinnamary, quelque chose comme ça. Ah, c'est cool. Donc, pimenta, c'est plus pour la Voilà. couleur alors que pour l'ingrédient. Oui, la couleur rouge et tout, mais peut-être que de base, ça se fait très pimenté, mais en tout cas, je j'ai pas l'habitude de la manger, de la voir forcément très pimentée. Très bonne programmation touristique. Allez, on part en Guyane. Super. Ouais. Euh, bon, on arrive à la fin, malheureusement. Je vais pas te prendre plus Oui, de, déjà. oui, prendre plus de ton temps. Mais est-ce qu'il y a une question ou un point que je n'ai pas touché, mais que tu penses que c'est important d'en parler? Quelque chose que j'ai laissé d'à côté, mais que tu penses que c'est important de Eh on ben, écoute? Mhm. au moment où tu m'as parlé des populations et tout, et des groupes d'afro-descendants, mais j'ai répondu qu'à une partie. Et du coup, par rapport aux groupes afro-descendants qui se sont beaucoup développés tout sur le territoire, mais qui sont pas issus de l'immigration, on va dire, récente, depuis les années 60, 70 et tout, il y a aussi, du coup, il y a les créoles et les bushinangés qui sont sur le territoire pour certains depuis très longtemps aussi.
depuis la période esclavagiste. Et en fait, les Bushinangé, ce sont les descendants ou les Marrons, qui sont les descendants des personnes qui étaient esclavisées dans les plantations hollandaises du Suriname, et qui du coup ont fui et ont développé des modes de vie autonomes en forêt, un peu comme comment ça s'appelle chez vous? C'est comme les Quilombo. les Quilombos. Ouais. Voilà. Et du coup, il y a des descendants de ces populations-là qui sont présents en Guyane, qui s'entendent depuis assez longtemps parce que c'était en conflit avec le Suriname, etc. Donc, par exemple, le peuple Aloukou s'est installé en Guyane depuis très très longtemps, mais il y en a d'autres. Il y en a qui sont restés au Suriname et qui du coup font partie de l'immigration plus récente. À un moment donné, je t'ai parlé de la guerre du Suriname. Il y a pas mal de populations bushinagé, entre autres, qui sont arrivées sur le territoire aussi au moment de la guerre du Suriname. Donc voilà, parmi les cultures guyanaises, ben, il y a aussi aujourd'hui qu'on considère comme étant les cultures guyanaises, c'est-à-dire qu'il y a les cultures principalement créoles guyanaises, amérindiennes et bushinagé, mais voilà, il y a des Guyanais de plein d'origines variées et il y a plein de cultures qui sont présentes sur le territoire guyanais. Ah, c'est super. C'est très bon même. Merci. Euh, Merci à toi. Oui, mais c'est intéressant. Comment ça s'appelle? Il y a un nom pour Quilombo. Euh, pour... Parce que Quilombo, c'est vraiment le lieu ou le peuple? C'est le lieu, oui. Ok, je pense pas qu'il y ait un nom parce que là où ils habitent, on dit juste des villages et il y a un nom dans leur langue pour dire village, Kampu, je crois, mais je suis pas sûre. Ouais. Et il y a plusieurs langues en plus. Il y a plusieurs langues parce il y a plusieurs langues qui sont à base anglo-portugaise et il y en a une, le Saramaka, qui est à base, non, excuse-moi, plusieurs langues qui sont à base anglo-néerlandaise, et le Saramaka qui est à base portugaise plutôt, anglo-portugaise, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, avec un beaucoup plus gros apport de portugais dans le Saramaka. Et, euh, et du coup, voilà, hein. Déjà, ils doivent avoir des noms variés pour désigner le village. Mhm. Mais on appelle plutôt par le nom des peuples, Bushinangé, et les scientifiques vont plutôt utiliser le terme marron. Le terme, oui, ça a coupé, en fait. Marron, Ah, d'accord. le terme marron Mhm. de par rapport au marronnage. Ah oui. Voilà. Oui, en fait, Quilombo, ici en portugais, au Brésil, on dit, ce sont ça n'est pas le nom du peuple parce que ce sont le nom qu'on a donné à ces groupes esclavagés qui se sont réunis, oui, parce qu'il y a plusieurs quilombos au Brésil. Il y a eu plusieurs Ah, quilombos, ok, tu vois, mais ce n'est pas le nom du d'accord. peuple proprement dit, hein. Mm. Euh, il y a plusieurs communautés qui avaient des noms et tout, mais le mot général qu'on utilisait pour ce type de rassemblement des gens, des esclavagés, c'était quilombo. Tu vois, peu importe où il était, c'était pas vraiment lié au peuple. Ok, je Euh, vois. Super. Et juste une petite curiosité, à la fin de ton master, quel est l'objet de recherche? Il y a une chose plus spécifique parce que tu as dit que c'est un peu euh, ça va rassembler beaucoup de domaines dans les sciences humaines et tout. Mais tu as déjà un objet plus spécifique ou c'est juste au début? Oui, C'est pas très clair. si, si. J'ai déjà démarré mon travail de recherche depuis l'année dernière. Je vais le terminer cette année. Et c'est un travail en anthropologie, que je voudrais plutôt en anthropologie du genre, parce que j'ai une sensibilité sur ces questions-là. Et je travaille sur les rites et les représentations des menstruations, donc des règles, chez les femmes qui sont d'origine amérindienne et bushinagé et qui sont établies en tant qu'étudiantes à Cayenne. Les femmes amérindiennes et bushinagé de l'ouest de la Guyane qui vivent voilà, sur le littoral, Cayenne et les communes qui sont assez proches. Et voilà, enfin, en fait, mon objectif, c'est de montrer un regard sur l'adaptation des pratiques traditionnelles, enfin traditionnelles entre guillemets, autour des règles dans le contexte urbain. Et chez les femmes qui sont étudiantes, ben, pourquoi? Parce que ça veut dire que elles ont à la fois, si elles sont arrivées aux études supérieures, ça montre qu'il y a eu quand même une forme d'adaptation au système occidental, donc une certaine maîtrise de certains codes. Parce que si on maîtrise aucun code du système occidental,
on n'arrive pas à ce niveau, enfin, on n'arrive pas aux études supérieures, je pense. Et, euh, et voilà, en fait, voir comment, parce que du coup, elles ont des représentations à la fois occidentales, elles ont des représentations aussi de leur culture et tout ça, et qu'est-ce qu'elles gardent, qu'est-ce qu'elles ne gardent pas, comment est-ce qu'elles vivent les choses, quelles représentations elles ont et tout, quelles sont leurs pratiques effectives autour des règles. Et c'est intéressant. Bon, c'est mon sujet, forcément, je trouvais ça Ouais. intéressant. On verra, on verra quand je communiquerai dessus à la fin, ce qu'en penseront les autres. Mais ce que je remarque, c'est que les personnes avec qui j'ai ces discussions-là, ben, je vois que c'est long des fois et tout, mais elles sont contentes de partager. Et bon, c'est pas tout le temps en fait qu'on parle des règles des femmes, sauf pour dire j'ai mal ou machin. Et c'est quand même un petit espace où on peut libérer la parole, en parler. Des fois, c'est bien de parler de certaines choses auxquelles on n'a pas forcément pensé, qu'on aurait particulièrement eu envie de parler de ça, mais quand on en parle, on se rend compte que ouais, quand même, c'est intéressant, quoi. Non, c'est Bon, super bien. intéressant en fait. Ouais. Non, c'est génial, vraiment. Ouais, très, très cool comme sujet. Bon, rendez-vous pour la fin d'année pour nous présenter le résultat de la recherche. Mais avec plaisir, franchement, avec plaisir. Ah non, il faut qu'on en parle. Si tu... Bon, c'est fixé, hein. Tu vas... Quand est-ce que ça finit, la recherche? Alors, je dois rendre en avril, soutenir, il me semble, en mai. Donc voilà, donc pour fin avril, ce sera bouclé, quoi. Fin Ouais, avril, début mai. non, Mais oui. super. Et parce que c'est important pour moi de vulgariser et de restituer, de pas juste venir, voilà, faire l'anthropologue, allez, parle-moi de ta culture et tout. Et après, derrière, t'as rien. Toi, en vrai, ça t'a servi, peut-être, on t'a transmis des trucs, mais voilà, quoi. Mais je voulais restituer sous la forme d'un documentaire et tout, de quelque chose que les gens pourraient partager, qui pourrait être intéressant pour les personnes. Mais ce sera pas ça parce que j'ai des projets de création documentaire. Et je voudrais faire d'abord un documentaire sur ma propre culture et sur le rapport qu'a la communauté créole en Guyane avec les autres groupes culturels. D'abord, avant de faire quelque chose sur mon sujet de mémoire. Voilà. Ah, c'est super, vraiment, c'est génial. Et là, quand tu parles de documentaire, c'est vraiment, tu vas filmer, faire un long métrage, des choses comme ça? Je ne sais pas si ce sera un documentaire sonore ou un documentaire vidéo. Voilà, ça va dépendre. Je vais explorer un peu les possibilités par rapport aussi au financement. Et comme moi, ben, c'est pas ma formation de base, aux personnes que je vais rencontrer, à ce qui sera possible de faire, en fait. Ce sera soit quelque chose de sonore, soit un documentaire d'un vidéo. Non, super, ouais. Dis-le-moi dès que ça sort. Ah, c'est même pas encore en cours, mais en tout cas, ce sera partout quand ça sortira. Je diffuserai l'info, donc je te dirai. Mais sûrement, j'aurai plus d'informations sur ce projet-là au moment où on communiquera sur les résultats de ma recherche. Voilà. Non, parfait, voilà. Bon, à ceux qui nous écoutent, on se retrouve en mai, probablement. Oui. Euh, mais bon, malheureusement, il faut qu'on finisse. Pour D'accord. terminer, normalement, j'aime, normalement, on demande, Moira, qu'est-ce qui va avec ton pain aujourd'hui? Comment tu vas farcir notre pain français? Qu'est-ce que tu vas nous offrir comme indication, lecture, film, série, podcast, musique, etc. J'avais préparé une grande liste, mais comme il reste plus beaucoup de temps, euh, j'ai deux livres. Il y a celui-là. Voilà, c'est l'histoire de la Guyane. Ah, c'est joli, c'est Je la BD. reproche, voilà, c'est une BD. Je reproche mille choses à ce livre. C'est sympa comment c'est fait et tout. Les illustrations, je lui reproche mille choses, mais j'ai pas le temps de développer. Mais je trouve que c'est bien pour un peu introduire ces visuels. Si on n'a pas, parce que vu que je fais de la vulgarisation, tout le monde n'est pas fan de lecture et d'articles scientifiques. Donc si voilà, on veut juste avoir des connaissances un peu générales, c'est sympa. Après, je recommande ce livre que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir. C'est la nouvelle histoire de la Guyane française d'un historien Serge Mamlamfou, donc qui, sauf erreur de ma part, est un historien guyanais, qui a été fait en collaboration avec une femme. Voilà, je crois que c'est une femme, une autre chercheuse. C'est bien qu'il y ait les deux. Et c'est super, ça parle.
ça va de la colonisation aux migrations récentes, aux luttes politiques et tout. C'est vraiment top comme ouvrage. Donc voilà, je recommande ça pour les livres. Bon, j'en ai d'autres, mais du coup, je vais pas les citer. Et, euh, et après, ah si quand même, je vais citer Nana Kalinia parce que c'est une histoire des Kalinia de Guyane, mais qui a été coécrit avec un monsieur qui est lui-même Kalinia. Et du coup, c'est quelque chose avec un regard plus situé et tout ça. C'est fait vraiment différemment des livres d'histoire qu'on a l'habitude de voir. Et, euh, et voilà. Et au niveau des podcasts, je recommande de regarder les podcasts d'Arte Radio. Il y a un podcast sympa sur les Touloulous. Touloulous, c'est par rapport au carnaval guyanais, les femmes qui sont masquées entièrement, etc. Donc, ça. Et, euh, et voilà. Et le documentaire S'aimer en Guyane de Marvin Niamb et Léa Magnan, je crois, parce que c'est un beau regard sur la population guyanaise, etc. Et c'est sympa quand même, comme thème l'amour. C'est mieux que tout le temps les armes et les mules et machin et les Gallium Perros et je ne sais quoi. C'est un beau documentaire que j'aime beaucoup. Voilà. Ah, super. Merci. À propos de reproches de la BD, c'est au niveau historique même, c'est un peu faible, un peu Non, après, c'est une BD. superficiel. Bon, c'est pas ça. C'est une BD généraliste, c'est en un tome et ça va de la colonisation, enfin, à l'arrivée, même pas à la période post-colonisation. Donc voilà, quoi. Et Ouais. ça va jusqu'à 2017. Donc c'est très court, mais c'est pas vraiment ça le problème, parce que c'est le but de l'ouvrage, en fait, de tout mettre dans un espace court. C'est plutôt la façon dont les choses sont présentées. En fait, déjà, il n'y a pas de présentation des auteurs. Moi, j'apprécie qu'il y ait une présentation des auteurs pour savoir qui parle. Ouais. Et ensuite, voilà, c'est Histoire de la Guyane, mais la première image, c'est une confrontation Ouais, entre les Amérindiens et les colons. Je trouve que c'est bof de présenter la Guyane d'abord, voilà, ce premier angle-là. J'aurais préféré que ce soit fait autrement, mais après, c'est un regard, hein. C'est vrai que ça a radicalement bouleversé les choses, mais voilà. Et puis, voilà, entre autres, c'est ce que je reproche. Oui, non, d'accord. Pas clair sur qui écrit, commencer par cette phase-là et tout. Après, il y a des choses intéressantes, hein. C'est pour ça que je l'ai recommandé quand même. Parce que voilà, c'est sympa. En fait, ça, moi, j'ai découvert des périodes, des événements historiques que je connaissais pas dans le livre. Voilà, c'est vraiment éclectique. Ça va parler d'une guerre à l'époque précolombienne entre les colons et j'aime pas ce mot précolombienne, je sais pas pourquoi j'utilise. D'une guerre entre les colons et les Amérindiens, à une autre bataille pendant le marronage, à l'exposition universelle de Paris. Enfin, c'est vraiment super varié, quoi. À la découverte aussi qu'il y a eu, j'avais fait une vidéo sur ça sur les écrits d'un paresseux géant qui datait d'il y a plusieurs milliers d'années. C'est intéressant, quand même. Voilà. Ah non, super, oui, très très bien. Bon, Moira, super merci. Ça a été très 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 gentil même. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Euh, Merci. ouais, excuse-moi si j'ai peut-être posé beaucoup de questions et tout. Je- Non, super, on était là pour ça. Oui. Euh, voilà, et oui, j'ai beaucoup aimé ton regard, la manière dont tu parles des choses et tout. Ça, je pense que ça a été super même. Bon, super, merci. Bon, et pour ceux qui nous ont accompagnés jusqu'à ce moment-là, merci beaucoup de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de suivre Moira sur Instagram, sa page écrit, écrique, Il, il écrit, c'est ça. voilà, écrique, Y-E, accent grave, K-R-I-K, hein, c'est ça? K-R-2-I-K. Deux I. Ah, d'accord. Bon, Voilà. en tout Normalement, cas, c'est un I, mais moi, c'est 2 I pour ma page. ah, d'accord, voilà, parfait. Mais en tout cas, suivez-nous sur Instagram aussi, arrobase Pont Français Podcast. Et on va taguer Moira oui, à la suite de cet épisode. On va poster des contenus, les recommandations qu'elle a fait. Et toujours, on va la taguer. Vous pouvez suivre sa page et accompagner. Voilà. Bon, merci Moira. Merci beaucoup.
Et à la Encore prochaine. merci à toi. À la prochaine et merci à tous ceux qui écoutent. Voilà. À bientôt. Bonne journée. Bonne soirée. Et oui. Ciao. À la prochaine. prochaine.